Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où... C'est dur la guerre quand même. C'est vrai. Le podcast où on fait des remarques très intelligentes. Oui. Salut, moi c'est Anaïs et la prochaine fois que je mettrai un râteau à quelqu'un, je lui dirai « Vous n'aimez qu'une pensée, une ombre ». Et moi c'est Marie et je suis très très triste que cette aventure se finisse. Ah, pas toi. Pas moi du tout. Aujourd'hui dans le podcast, on clôt une merveilleuse épopée, lors de laquelle Anaïs a été mise face à une évidence. Le Seigneur des Anneaux est la saga pour les gouverner toutes. Moi j'adore cette saga. Ah ouais, c'est super beau. J'ai rien dit de mal. Ouh, ça m'excite. Je me souviens plus à quelle occasion t'as dit mais ça. je tiens à dénoncer cette stratégie qui consiste à sortir mes propos de leur contexte. Ne me contredis pas. Laisse-moi vivre en plein déni, s'il te plaît. Tellement de dénomination. Mais oui, c'est un univers. C'est un univers qui a été créé par... Ouais, mais tu peux pas dire on a les bleus, les gris, les rouges, les jaunes. Mais non, parce que c'est ça qui rend le truc trop beau, c'est que... Koh-Lanta, c'est plus facile. Hein. Ouais, bon, t'as les jaunes et t'as les rouges. Bon allez, arrête de parler de fraises là. Putain. Mais c'est bon, hein. Emmène-le dans la montagne, jette-le. Ah putain, mais j'en peux plus de ces putains de dragons en Nazgûl là. Ah, et la grosse mythe maintenant qui revient. Oh là 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 là, mais c'est la rando la plus longue du monde quoi. Ça y est, on disait meuf. Sur Randopédia, c'est niveau expert quoi. Mais Sam, pousse-le en fait, comme ça c'est réglé. Vraiment. Oh là 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 là, ça va jamais se finir, putain, sa mère. Pourquoi tant de négativité? Vous voyez ce que je vis quand même quand je partage un moment merveilleux avec toi? C'était très long, Marie. Ah, je suis pas d'accord. T'as pensé quoi du film? Dans l'ensemble, je pense que c'est pas trop mon délire. Mais je dois reconnaître qu'il y a des scènes qui sont tout à fait époustouflantes. Il y a des très bonnes séquences dans ce film. Mais c'est long. J'essaie de voir comment on pourrait monter cette phrase pour faire juste « c'est époustouflant ». Ok, à un moment tu as dit ça. Ouais, non, c'est pas mal, mais c'est un peu un film de vibe, quoi. Un film de vibe, il se passe un... C'est ça les vibes. C'est mon genre de vibe. Justement, j'allais te demander, que veux-tu dire? 1er janvier. Quel con. Comment ça, c'est un film de vibe? Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je pense parce que globalement, je dirais que... Parce que c'était pas tes vibes, du coup, t'estimes que c'est un film de vibe, Non, fait. Je pense vraiment que là, en le revoyant pour préparer, j'ai encore trouvé ça très long. Je l'ai lancé, il était 15h. J'ai fait une pause pour faire une sieste. J'ai fait une pause pour prendre une douche. J'ai fait une pause pour sortir dîner dans un restaurant parisien. Je suis revenue, il me restait encore 45 minutes de film. C'était une épopée. Oui, mais parce que t'as fait plein de pauses. Ouais, parce que j'en pouvais plus. J'étais là, mais comment ce film n'est toujours pas terminé? J'avais programmé, tu vois, et ça collait pas avec mon emploi du temps. Et je pense que sur ces 3h20, je dirais que la première moitié est vraiment chiante. Et la deuxième moitié, il se passe des choses. Mais la première moitié, je pense que c'est vraiment des vibes. C'est genre Gandalf, il met Pipin sur un cheval et il l'emmène dans une ville et là, il y a un mec qui mange du raisin. Enfin, trop bien. T'es là, ok, cool, mais c'est des vibes. C'est pas des vibes, Anaïs. C'est pas des actions. Tu viens littéralement de décrire des actions. Oui, mais c'est pas des actions... Il mange du raisin. Ouais, c'est pas très propulsif. Ça m'a pas emballé. D'accord. J'ai quand même mis 4 étoiles sur Letterboxd. Hein, ah, c'est vrai? Précise. Ouais. D'ailleurs, j'ai même un ami qui déjà m'insulte à chaque fois qu'il écoute ces épisodes pour me dire que je prononce mal Nazgûl et qu'en fait c'est Nazgûl. Donc voilà, désolée. Et qui m'a écrit en voyant que j'avais mis une deuxième fois ce film sur Letterboxd. Il m'a dit « Ça va ?» ou genre « T'es retenu contre ton gré ?» Et j'étais « Ah non, non, c'est parce qu'il s'est passé trop de temps entre le premier visionnage et l'enregistrement, donc je suis obligée de le revoir. » Un petit résumé en 30 secondes? Tout à fait. C'est l'histoire tragique d'un homme ordinaire qui sombre dans le doute de soi et l'addiction, qui perd peu à peu son innocence et ses cheveux, à cause de l'emprise qu'un anneau maléfique exerce sur lui et qui finira par le mener à sa perte. Et après, il y a aussi des hobbits et des magiciens qui se battent autour. Elle n'a retenu que l'histoire de Gollum. C'est ça. C'est beau. Donc ça démarre avec l'origin story de Gollum, qui tue son meilleur ami. Pas cool. Et après, il mange du poisson cru et il devient très abîmé physiquement. Il ressemble un peu à E.T. C'est assez mignon. Legolas continue de faire de l'audio-description. Eowyn brise le plafond de verre des Nazgûl. Eowyn? Et c'est la blonde? Ouais. Eowyn. C'était presque. Aragorn recrute des fantômes pirates grâce à une épée magique que lui a donnée son beau-père.
C'est vrai. Et il y a plein de batailles entre des gens que je connais pas, et des orques et des dragons et des Si Nazgûl. t'avais suivi jusqu'à maintenant, tu les connaîtrais. Hein. Ouais, il y en a beaucoup que je connais pas quand même. C'est un peu des soldats anonymes qui se font buter. Et il y a les gars de Mad Max Fury Road qui se pointent un moment sur des éléphants qui s'étaient visiblement trompés de tournage. Est-ce que tu as des questions? Oui. C'est mon moment préféré. Alors, déjà, pourquoi Pipin veut absolument regarder cette grosse boule? Il y a un attrait. Un attrait de la grosse boule. Pourquoi? Parce que elle est attirante, cette grosse boule. Elle est faite pour qu'on la regarde. Enfin, c'est toujours Sauron. Il a un truc. Il arrive à attirer les gens, quoi. Un regard, mais c'est un descendant. Ah oui, en fait, j'étais tellement fatiguée par ce film que j'ai pris mes notes en saisie vocale. Et du coup, en fait, c'est Aragorn qui a été retranscrit par un regard, mais. Donc, Aragorn, c'est un descendant de Isildur. Isildur. Ouais. Mais ça a été écrit Isildur comme si c'était une ville de banlieue parisienne. C'est quel RER pour Isildur? Donc, Aragorn, c'est un descendant de Isildur? Isildur. On l'a dit plein de fois. C'est vrai? Mais oui, Anaïs. Ah, je croyais que c'était son héritier un peu spirituel. Mais ça, voilà. Non, mais... Il est en train de se prendre le visage dans les mains. C'est tout le principe d'Aragorn. Pourquoi il est héritier de la couronne du Gondor? Mais c'est quoi? C'est genre grand-petit-fils? Ah non, c'est beaucoup plus. C'est parce que c'était il y a 3000 ans. Bon, sinon, il se passe quoi si les hobbits mettent des chaussures? Ils meurent? C'est surtout qu'ils en ont pas besoin. Pourquoi veux-tu mettre quelque chose que si t'en as pas besoin? Vraiment. Je sais pas, tu couvres ton nez? Tu mets un cache-nez? Oui, pour marcher dans une grotte pleine de toiles d'araignée, je mettrais à la fois des chaussures et un cache-nez. Oui, après, si je pouvais me recouvrir entièrement le corps de cellophane avant de rentrer dans une grotte. Mais tu vas bientôt être recouverte de cellophane à la fin. Si tu D'ailleurs, c'est ce que je fais à chaque fois que je descends dans ma cave. Je suis couverte. Vraiment, je mets une cagoule pour y aller. Je veux même pas respirer l'air de cette cave. En même temps, j'ai envie de te dire, t'as trouvé un rat décomposé sur le sol de ta cave une fois. Donc exactement. Donc, je peux vachement m'identifier à ce que traverse, comment il s'appelle? Frodon. Dans cette grotte. Pourquoi on nous fait tout un foin, et par on, j'entends toi, sur le fait que Arwen va rater l'Immortality Express, le dernier, alors qu'en fait, à la fin, il y a encore un bateau pour Frodon. C'est les derniers bateaux qui partent et tout ça, mais en fait, Arwen, soit elle choisit de faire sa vie pour toujours sur la Terre du Milieu et donc d'y mourir, mais si elle choisit de faire sa vie, elle va y rester jusqu'à la mort d'Aragorn, et à ce moment-là, il y aura plus de bateaux, tu vois. Oui, mais elle pouvait attendre au moins, enfin là, tu vois, elle avait encore le choix jusqu'à la fin de la guerre. Ouais, non, quand elle dit à son père, là c'est bon, quoi qu'il arrive, il y a plus de bateau, tu vois. Mais en fait, il y en a encore. Le truc, c'est qu'elle a un choix à faire, et clairement, si elle le choisit maintenant, elle le choisit. En fait, Aragorn, elle va pas. Ils ne savent pas quel va être le dénouement de la guerre aussi. Donc, il se peut très bien que Sauron gagne et qu'elle ait loupé le dernier bateau pour de bon. Quoi. Saruman, il est mort? Ouais. Et pourquoi on n'a pas vu Trollolol? Alors Trollolol, en fait, c'est un montage d'un moment, mais en fait, c'est dans les scènes coupées. Dans les scènes coupées, on voit sa mort et on voit sa chute. D'ailleurs, c'est une super scène. C'est con qu'il ait coupé. Moi, j'adore Trollolol, quoi. S'il y a un Bilbon saké, est-ce qu'il y a un Bilbon sauce soja? Non. Non. S'il y a un L rond, est-ce qu'il y a un L carré? Tu l'as pas déjà fait, ça? Si, peut-être. Je suis à bout, là, j'en peux plus. Hein. S'il y a un Éomer, est-ce qu'il y a un Éoter? T'es plutôt Gandalf ou Mittendalf? Attends, c'est pas fini. Tu minas Tirith ou tu minas Pointite? Plutôt Tirith, ouais. Ah ouais. Et en lien avec le Nouvel An, est-ce que les Nazgûl, quand ils ont trop bu, ils ont une Nazgûl de bois? Voilà. T'avais aussi des questions pendant le visionnage, et apparemment mes réponses n'étaient pas satisfaisantes. Non! Il va pas mourir, hein? Marie, j'aime pas quand tu fais ça. Je fais quoi? Genre, au lieu de me répondre, tu prends des notes. On dirait vraiment ma psy, quoi. Désolée. Tu veux pas que je te spoil, et après, quand je te spoil pas, tu me reproches de pas te spoiler. Donc bon, faudra savoir. C'est hyper frustrant quand tu poses une question et que juste on te regarde pas, on t'écoute pas et on prend des notes, tu vois. Genre, intéressant. On a donc fini la saga. Pour toi, c'est qui le héros du Seigneur des Anneaux?
Bah pour moi, c'est vraiment Gollum. Ah, d'accord. Je m'attendais pas à ça, mais vas-y. Surtout, dans ce film-là, plus précisément, on ouvre le film avec Gollum. Et pour moi, c'est évidemment, la saga ne présente pas Gollum comme le héros, mais moi, c'est la trajectoire qui m'aime le plus. Et je trouve ça très beau qu'on ouvre sur lui et sur cette espèce de déchéance mythique ou mythologique, le péché originel de Gollum. Et le fait qu'à la fin, il est hyper heureux de retrouver l'anneau et que c'est ce moment-là qui va marquer sa fin à lui, quoi. Je trouve ça très beau. J'étais en train de me dire, s'il n'y avait pas Gollum dans cette saga, en fait... je détesterais. Pour moi, c'est vraiment le truc qui rattrape tout, c'est Gollum. Je vois ça. Pendant le visionnage, t'avais un héros très clair, quand même. Un MVP, comme on dit dans ce podcast, et ça n'était pas Gollum. Putain, Sam, il donne. Sam et Gandalf, vraiment, ils font tout, quoi. Putain, mais lui, c'est le real MVP, quoi. Ah bah, évidemment. Putain, mais Sam, what a guy. Vraiment, le gars, il fait... C'est un mec comme ça qu'il me faut. Qui me soutient dans une montagne pleine de lave. But I can carry you. Je veux juste qu'on me porte, en fait. Du coup, qu'on me porte et qu'on me supporte. C'est ça. Sam, pour toi, c'est le héros? En tout cas, il a une charge mentale, ce pauvre gars. Ah oui, c'est sûr. Oh là là. Une charge culinaire. Ouais. Et une charge physique aussi. Ouais, c'est ça. Il doit vraiment tout faire, le pauvre. Sean Astin est incroyable. Il est trop beau. Il joue trop bien. Il porte 95% de l'émotion de ce film et les 5 autres %, c'est Gollum. Ouais, il est trop fort. Et puis il est intelligent, il est courageux, en même temps il est faillible, il sait pas toujours comment se comporter avec Gollum, il commet des erreurs stratégiques cruciales. Mais ouais, c'est un vrai héros. Et d'ailleurs, c'est aussi sur lui que se termine le film, en fait. Sam, c'est vraiment, je pense, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment le héros un peu discret de la saga. C'est-à-dire que évidemment, c'est Frodon qui est l'élu un peu malgré lui parce qu'il a hérité de cet anneau. Mais Sam, il a ce côté un peu... Tolkien a fait la Première Guerre mondiale et a été dans les tranchées. Et le personnage de Sam était aussi inspiré par les soldats anglais qu'il avait côtoyés dans les tranchées, quoi. Qui étaient hyper courageux et qui avaient une sorte de... Ça va paraître un peu... peut-être paternaliste ce que je dis, mais enfin, en tout cas, c'est qu'il y avait une sorte de simplicité, mais comme peut avoir Sam dans le récit, mais au final, où il y a énormément d'intelligence, de courage et de bonté derrière, quoi. Et c'est ça qui... il se passerait rien. Exactement. Et donc, c'était un peu ça son inspiration, visiblement, pour le personnage, et on le sent dedans. C'est-à-dire, on sent... Et ce qui est beau, c'est que Sam, c'est vraiment celui qui a droit à une fin heureuse, en fait. Je trouve ça très beau et élégant de la part du film de faire un vrai passage de relais, c'est-à-dire que bon, déjà oui, toute la fin et la destruction de l'anneau est la seule raison pour laquelle ils y parviennent, enfin pas la seule parce qu'ils s'y mettent tous d'une manière ou d'une autre, mais sans Sam ils n'auraient pas réussi à détruire l'anneau. Et le passage de témoin à travers le livre et le fait que Frodon disparaît de l'histoire et on termine sur Sam qui retrouve sa famille, je trouve que c'est très très beau, très élégant. Et d'ailleurs c'était une de mes autres questions, je vais en profiter pour la poser maintenant, mais en gros, est-ce que j'ai bien compris que Frodon se sacrifie pour que Sam soit heureux en partant aussi? Parce qu'après, en voix off, il dit il faut que t'arrêtes d'être déchiré comme ça. Et on voit que Sam porte encore une telle affection pour Frodon. Et tu sais, il lui rend visite pendant que Frodon est en train d'écrire son livre. Et on sent que c'est un poids, encore une charge mentale pour lui de s'assurer que Frodon aille bien, alors que Frodon est très clairement va pas bien depuis qu'ils ont terminé toute cette aventure. Et quand il est en train de rentrer, retrouver sa famille après avoir quitté Frodon, en voix off, Frodon dit il faut que t'arrêtes d'être déchiré entre deux choses. Maintenant, il faut que tu vives ta vie, que tu sois heureux. Et du coup, j'y avais pas du tout prêté attention les fois précédentes, mais là, en revoyant le film, ça m'a vraiment frappée, où je me suis dit, en fait, il s'efface pour disparaître aussi de la vue et des préoccupations de Sam et que Sam puisse vivre pleinement une vie heureuse. Ce qui est hyper triste, hein, mais... Oui. Dans mon souvenir, ce qui est central, c'est que Frodon... on va en reparler, mais en fait, ce qui se passe à la fin, c'est toute une métaphore autour de la dépression. Et donc, Frodon, il n'arrive pas à tourner la page. Et c'est parce qu'il n'arrive pas à tourner la page et qu'il a l'impression qu'il n'appartient plus à ce monde-là, parce qu'il a été un peu emporté dans un autre monde à travers son expérience avec l'anneau et à travers aussi la blessure qu'il a reçue des Nazgûl en haut de la montagne. Il est trop hanté pour rester là. Et c'est pour ça qu'il part. Je me souviens pas, il faudrait que je relise ce passage. J'ai pas relu le 3e avant de
d'enregistrer, mais il faudrait que je revoie pour voir. Mais dans mon souvenir, je suis pas sûre que enlever la charge mentale à Sam joue de façon consciente, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut le comprendre comme ça quand tu regardes le film, et c'est très beau. Enfin, de toute façon, leur amitié, c'est le cœur battant du film, et très clairement, il y a énormément d'amour entre les deux, quoi. Et ils se soutiennent. Enfin, Sam a porté carrément Frodon à la fin, pendant tout le film, en vrai, pendant toute leur aventure. Mais on sent que Frodon, maintenant qu'il est en capacité de le faire, il s'occupe de lui aussi, quoi. Du coup, Frodon est censé être un peu le héros du livre, quand même. C'est lui qui porte cet anneau. Mais moi, ce que je trouve beau chez Tolkien, c'est qu'en général, justement, c'est beaucoup plus ambigu. Il n'y a pas de... Son rapport à l'héroïsme, alors que c'est une fantasy, c'est ce qu'on appelle de la high fantasy, qui est un peu de la fantasy assez traditionnelle, où il y a des héros, guerriers, il y a le bien versus le mal et tout ça. On a tendance à le réduire un peu trop à ça, alors qu'il y a quand même plus de complexité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de héros parfait et idéal dans Le Seigneur des Anneaux. Celui qui s'en approche le plus, c'est Aragorn. Mais Aragorn, il est un peu héros malgré lui. Il n'a pas envie très longtemps, il fuit son destin. Et Frodon, qui est l'élu carrément, il est plus passif, il est plus sombre. C'est une figure héroïque, mais c'est pas une figure héroïque traditionnelle. Et moi, j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Tu l'as comparé à quelqu'un d'autre, Frodon, pendant le visionnage? Ouais, alors que Frodon, c'est comme Harry Potter, quoi. C'est vraiment ingrat, quoi. Juste là, je suis l'élu. Je pense qu'elle s'est un peu inspirée de ça aussi. J.K. Rowling, très clairement, elle s'est inspirée du Seigneur des Anneaux en général. Donc, Oui, bah franchement, là, le fait d'avoir fait les deux sagas de manière rapprochée, les similitudes sont vraiment évidentes. Bah, moi, quand j'avais lu Le Seigneur des Anneaux après avoir été fan du Harry Potter, c'est pour ça qu'après j'avais une... Même les gros oiseaux, là, à la fin, quand ils viennent les récupérer sur la montagne, j'étais là, mais dans ces livres-là, si t'as pas un gros oiseau, t'es vraiment dans la merde. Hein. Il faut toujours un gros oiseau pour venir te sauver. C'est ça. Tu fais référence aux hippogriffes? Ouais, et au phénix aussi. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, une chose est sûre, nous, on se sent pas nécessairement l'étoffe du héros. Non, comme Daniel Balavoine. Non, j'ai pas le sens du sacrifice comme ça. Non plus, putain. J'aurais dit, y a pas quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de l'anneau, là? Tu le disais, tu as toujours une grosse passion Gollum. Celle-ci ne mourra jamais. Même s'il n'est pas nécessairement sous son meilleur jour dans ce film. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien être en virée rando avec Gollum. Ah, ok. Il est trop mignon. Mais quel show, franchement, j'adore. C'est trop une drama queen. Il est tellement bien, Gollum. Non, mais c'est vraiment un trop bon personnage, quoi. Franchement, je suis un peu du côté de Gollum. J'ai un peu envie qu'il récupère l'anneau. Alors, t'es du côté de Gollum, là? Mais non, il faut pas lui faire du mal. Non, mais ça va pas la tête, t'as vu tout ce qu'il a fait? Oh putain, non, voilà. Gollum! Ça, c'est son comeback à la fin. Ah. Non, mais quelle star, en fait. C'est vrai que c'est une star. C'est une star de soap opéra. Ouais, il brings the drama. Mais ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, quand il dit « Quoi, moi? Jamais je serai manipulateur. » Oh là là, je l'adore. Et même quand il est en train de se regarder là dans l'eau et qu'il dit « It's for me! » We will find it and take it for me. Oh, t'imagines une comédie musicale avec Gollum? Ah. Ce serait incroyable. Il y a une confrontation quand même tout le long du film entre lui et Sam. On avait vu que ça a monté déjà dans les deux tours. Et là, c'est vrai qu'il y a ça a monté dans les deux tours. C'est vrai. Et incroyable. Oui. Mais là, ça devient de plus en plus violent jusqu'à une confrontation physique. Alors, je regrette un peu ce que j'ai dit dans ces moments-là, mais tu étais tellement contre Sam dans ces moments-là et tellement en défense de Gollum que je trouvais ça un peu injuste. Après, je ne suis pas pour la violence physique en général, je tiens à le dire. Donc moi aussi... surtout sur un petit être qui est déjà tout fragile. Non, il n'est pas fragile. C'est littéralement, il a des centaines d'années parce qu'il a résisté à tout. C'est comme un cafard, en fait. Cet être fragile, c'est comme... il survivrait à l'apocalypse. Le seul truc qui le tue, c'est comme l'anneau. C'est de tomber dans la montagne, dans le Mount Doom. Je m'en remettrai jamais. Oh mon Dieu. Mais il y a des scènes de violence, donc, de la part de Sam envers Gollum, où, honnêtement, Gollum l'a bien cherché. C'est vrai. Non, mais il le manipule, c'est horrible. Les moments où il fait croire que Sam a mangé l'embassade. C'est génial. Non, mais c'est un génie du mal, en fait. Mais oui, c'est ça. Alors, mais toi, c'est trop bien. Faudrait savoir, parce qu'en même temps, t'es là. Mais non, un petit être aussi fragile, et c'est un génie du mal en même temps. Bah oui, mais c'est ça que j'adore. C'est cette ambivalence et cette dualité
en Gollum. Non, en fait, le truc, c'est que dans cette scène-là, et dans toutes les scènes d'affrontement entre Gollum et Sam, le problème, c'est que Sam, il commet des erreurs. Il montre trop ses cartes, justement. Alors que Gollum, il est très malin, il manipule, et il manipule extrêmement bien. Et Sam, il est trop pur. Et oui, donc, mais c'est ça, il est honnête. Enfin, Sam, c'est l'honnêteté même, quoi. Ouais, mais du coup, tu le vois totalement rentrer dans le jeu de Gollum. Et plutôt que de lui faire un contre-Kems, tu vois, et de réfléchir à comment il pourrait manipuler Frodon pour lui faire réaliser qu'il faudrait peut-être se méfier de Gollum, il se met dans la merde tout seul parce qu'il s'aliène Frodon, parce qu'il tombe totalement dans le piège que Gollum est en train de lui tendre. Et du coup, c'est frustrant parce que t'as envie de lui dire, mec, réfléchis, sois stratégique. Vous jouez pas à armes égales. Lui, il est en train de faire un coup de pervers. Fais-lui un coup de pervers, tu vois. Oui, mais c'est ça qui est beau dans le personnage de Sam, c'est que c'est pas un pervers, c'est pas un manipulateur, et c'est quelqu'un qui est pur. C'est mais quelqu'un qui est profondément pur. Bah oui, mais au final, bon, il se fait avoir, mais il finit heureux avec 10 enfants. Donc, voilà, il fait un petit comeback. Mais dans ces scènes-là, en tout cas, j'ai envie de lui dire, là, t'es trop bon, trop con, tu vois. Je suis d'accord. En fait, évidemment qu'il y a un côté frustrant et t'as envie de dire à Sam, tombe pas dans le panneau. Mais en même temps, ce qui est magnifique aussi dans ce personnage, c'est justement toute sa pureté. Et ce qui est beau, c'est que ce soit ce personnage-là qui, au final, permette de sauver son monde, quoi. Oui. Et cette pureté-là, enfin, moi, c'est un truc que je trouve très, très émouvant dans cette histoire, justement. Et frustrant par moments. Mais... Ouais, il mérite... Non, il mérite pas d'être tapé comme ça. Ah bah si. Non. Si. Non. Si. Non. Nous sommes des femmes adultes. C'est ça. C'est Gollum, dans tout son génie du mal, qui est responsable d'une des scènes les plus effrayantes de toute cette saga. C'est celle qui se déroule avec Shelob. Je crois qu'elle a un autre nom en français, je sais plus comment elle s'appelle, Arachnide ou un truc comme ça. Parce que je découvre qu'elle s'appelle Shelob, c'est vraiment chelou comme nom. Shelob. Ça fait pas du tout peur, quoi. Ah bah. On dirait, tu sais, le mec qui jouait dans Monk. Ah. Tony Shalhoub. Ouais, Tony Shalhoub. Genre, du coup, maintenant, quand je vois cette araignée, je pense à lui, quoi. Ah, ça, au moins, ça désamorce la peur. Ouais. Bon, elle me fait pas très peur, je trouve. On va entendre, parce que c'est une grosse araignée, et tu faisais pas la maline. Hein. Ah, elle est derrière. Oh non, les grosses pattes. Oh, je déteste. Allez, encore plus de... Oh, bah. La première partie de cet extrait était donc en Sims. C'est ça. Non, j'ai surtout retenu qu'elle a tout le temps faim, apparemment, donc je m'identifie à elle, Shelob. Bah surtout, la pauvre, elle doit pas avoir beaucoup d'occasions de manger, en fait. Oui, c'est ça, elle a pas l'air d'être... Des vieux orques, apparemment, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ils doivent pas être aussi bons qu'un hobbit de joufflu. C'est aussi un film de bataille. C'est surtout un film de bataille, je dirais même. Enfin, une grande majorité du film se déroule pendant des batailles. Il y a des petites batailles, des bataillonettes, et il y a des grosses batailles. Il y a une grosse bataille au pied de Minas Tirith. Où il y a eu des petites batailles avant, hein, où Faramir est revenu à Minas Tirith et tout ça. Ouais, ça c'est chiant. Ça, c'est les batailles dont je parlais où je connais pas ces gens. C'est-à-dire qu'il y a Faramir et il y a plein d'autres mecs qui se battent contre des orques. Et je suis là, mais vraiment, t'as bien compris que c'était les hommes de Faramir, en fait. Oui, mais du coup, je m'en fous vraiment complètement que les hommes de Faramir meurent, quoi. Oui, mais c'est l'enjeu, c'est montrer que le Gondor est en train d'être anéanti. Ouais, mais moi, cette partie-là, tu vois, j'adhère pas. Parce que toi, tu veux que le Gondor soit anéanti. Bref, après ces petites bataillonnettes, il y a une grosse bataille au pied de Minas Tirith. Une bataille. Voilà, une bataille. Entre les forces du Mordor et donc le Gondor. Le Gondor qui, à ce moment-là... Ça me donne faim. Le Gondor qui est dirigé par un intendant qui, en l'absence du roi, ça fait donc des milliers d'années qu'il règne, pas lui en particulier, mais les intendants. Et cet intendant, c'est Denethor, qui a pété un gros câble. Tu peux expliquer ce qui s'est passé ? Non. Non ? C'est un Denethor qui n'a jamais raison. Et mon objectif, c'est de mettre Marie en burn-out, en fait. Non, donc Denethor, alors, c'est un roi qui est joué par le mec de Fringe. Donc c'est pas un roi, mais... C'est pas un roi, c'est un intendant. Et c'est vrai qu'il a une énergie très CPE. Genre, c'est vrai. Il est très pénible, il écoute pas du tout ce qu'on lui dit. Il a une énergie un peu Monsieur Filch, tu sais, Mr. Filch dans Harry Potter. Enfin, c'est les cheveux un peu filandreux comme ça et l'air pas commode, quoi. Ouais, mais tu vois, ce qui est fou, c'est que de tout ce film, le seul truc dont je me souvenais
de mon visionnage en salle de cinéma, c'était la scène où il mange ses raisins. Horrible. Et elle est hyper forte visuellement, cette scène, et c'est au moment où il a envoyé en plus son fils dans une mission suicide. Et donc, bon, c'est une métaphore pas très subtile, mais on voit un liquide rouge qui dégouline de ses lèvres alors que son fils est en train de perdre toute son armée, que plein de gens sont en train de mourir. Mais Denethor, pourquoi il est comme ça? T'as compris ou pas? Non, parce qu'il est fou. Oui, mais c'est un roi fou pour moi. Non, mais qu'est-ce qui l'a rendu fou? À la mort de Boromir? Oui. Ah. Et okay. t'as compris la dynamique Oui, bah tu me l'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent, donc tu m'avais spoilé du coup. Oui, ça, il l'explique bien dans le film que il aime pas du tout Farmer et qu'il préférait Boromir et que donc il est très triste puisqu'il a trouvé sa grosse son gros corps, sa grosse trompette. Coupé en deux. Non, c'est un corps, tu peux voilà. dire. Mais je voulais pas passer pour une grossophobe, tu vois. Mais oui, coupé en deux, et donc il est très triste, et il est fou. C'est un peu un roi, il y a un truc de masculinité toxique aussi, enfin tu peux l'interpréter comme ça, évidemment Tolkien ne l'aurait pas dit comme ça, je pense très clairement. Boromir, c'était l'aîné, le guerrier, un peu très va-t-en-guerre justement, qui avait pas forcément la délicatesse et le sens moral de Faramir, quoi. Oui, Faramir, il est doux, il est soyeux, il est... Non, bah, il est choupinou, quoi. Enfin, il a un truc où tu sens qu'il est intelligent, quoi, et que justement il a un côté sensé et moral. Oui, mais tu sens qu'il est déconstruit aussi. Oui. Tu sens que c'est le genre de mec qui ferait la vaisselle, tu vois. Ouais, de ouf. C'est ça qui est bien. Dans cette grande bataille de Minas Tirith, Denethor, donc, il a complètement perdu le fil. Surtout qu'en fait, Faramir, là, le moment avec le raisin que tu décrivais, c'est avant la grande bataille. C'est justement quand il envoie Faramir au casse-pipe, hein, très clairement. Faramir est le seul qui revient et Denethor est persuadé que Faramir est mort. Donc, il veut le brûler mort, mais alors que Faramir est encore en vie. Et donc, Pipin va tout faire pour essayer d'éviter ça. Et pendant ce temps, en fait, pendant que Denethor est en train de complètement péter un câble, il y a la vraie bataille qui est en train de se livrer, qui est menée par Gandalf, parce que c'est le seul qui sait ce qu'il fait dans toute cette histoire. Et en fait, la bataille a l'air perdue totalement, mais il y a les chevaliers du Rohan qui vont arriver pour venir en aide à leurs frères humains du Gondor. Et ils viennent parce que Pipin, sous l'influence de Gandalf, est allé allumer une flamme. Et ça, c'est une scène que j'adore, qui est très très belle et qui est assez épique, où en fait, il y a des relais de flammes pour alerter. C'est comme dans Mulan. Et c'est vraiment trop bien ce moment. Ah, il allume le feu pour prévenir. Il fait chauffer de l'eau pour le thé. Non. Il met le feu pour prévenir les chevaliers de Théoden. Très bien. Pour qu'ils viennent les aider. Bravo, Pipin. Donc, les chevaliers du Rohan arrivent. Du Rohan. Rohan, et pas du pain. Exactement. Tu vois, ça rentre. Oui, ça rentre bien. Mais en même temps, disons que c'est pas de la physique quantique, donc ça rentre assez facilement. On s'en souvient. Ça je ne te permets pas. Ça a au moins le mérite d'être je mémorable. Beaucoup de travail dans ces blagues. Okay. Oui, je me doute. Elle m'impressionne beaucoup. Franchement, c'est mon moment préféré de l'épisode. Donc, parmi ces chevaliers, il y a un chevalier pas comme les autres. C'est une chevalière. Exactement. Et elle est pas toute seule. Non, elle est avec Merry. Elle le ramasse, en fait. Merry veut aller se battre, il veut pas rester seul, parce que Pipin a été embarqué au Gondor avant, parce qu'il avait regardé dans le Palantir, et ça l'a un peu traumatisé, et maintenant, Sauron est après lui, et donc Gandalf l'a embarqué avec lui vers le Gondor. Du coup, Merry, il est resté tout seul derrière, et lui, il veut aller se battre. Et en fait, tout le monde lui dit, mec, tu fais 1m20, c'est pas possible. Oui, t'as des tout petits bras, tu vas trancher personne avec tes petits bras. Exactement. Et pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, mais on le garde. Mais ça va pas, enfin. Waouh, ok. Les gens, il faut que vous sachiez qu'on enregistre ça tard. Ouais. Et qu'on est fatigué. Oui. Et du coup... Désolée, Mary. Il y en a une qui comprend ce qui traverse. Oui. C'est Éowyn. C'est Ewen. Voilà. Oh. C'est qui l'a pris? C'est qui? Ah. Ok. T'es déçu? Ouais. Pourquoi? Bon, on s'en tape un peu d'elle. Après, c'est bien, mais...
Non, en vrai, elle est bien, c'est une icône féministe. De ouf, c'est la seule icône féministe de toute cette saga. Ouais. C'est juste que je trouve que la façon dont le personnage a été transposé à l'écran fonctionne pas trop, j'en ai déjà parlé. Oui. Mais c'est un super personnage en vrai. Bah, en fait, là, on sent que c'est totalement rétro-inséré. Parce que non, là, non, c'est comme ça dans le livre. Hein. Ah ouais? Ah oui, ça c'est emblématique. Ok. Ah non, Éowyn, c'est une héroïne de guerre dans le livre. C'est une héroïne de guerre. Exactement. Waouh, même sans réfléchir, ça sort. Ah ouais. Non, mais en vrai, je réfléchis pas beaucoup pour ça. Si, non. Oui, alors oui, ça a vraiment pas été embelli par la version de Peter Jackson Mais ou modernisé, quoi. Ouais, non, mais c'est juste que ça arrive un peu comme ça. C'est-à-dire que ça a pas été trop bâti parce qu'on a passé tellement de temps à la voir crocher sur Aragorn que du coup, quand ce moment-là arrive, bon, on a vu qu'elle parlait à son père, qu'elle disait je suis triste, je veux me battre, Son tout oncle. ça. Ah, mais son oncle, c'est pareil. Et elle joue, elle s'entraîne aussi avec l'arme, tu sais, à un moment avec Oui, Aragorn. c'est vrai. Mais c'est vrai que ce moment est glorieux. Quand elle dit I am no man, c'est super cool. Attends, on n'y est pas encore. Il faut que tu l'expliques. D'accord. Bah, en gros, elle sauve son père, bon, qui est pas sauvé, en fait, il meurt. C'est son oncle, encore une fois, Théoden. Théodade, qui, dans mes notes, a été retranscrit par Théo Dernier. Et en fait, elle combat un Nazgûl et il lui dit « Aucun homme ne peut me tuer ». Et là, elle enlève son masque et elle dit « I am no man ». Je suis pas un homme, et elle le tue. Et c'est très badass. Surtout qu'elle est partie dans cette bataille contre la volonté de son oncle, de son frère, qui pensent tous qu'elle doit rester derrière et qu'elle est une femme et que donc elle ne devrait pas se battre, quoi. Donc elle s'est cachée, elle a mis un casque pour masquer sa chevelure et tout ça. Et donc là, c'est la grande révélation. Ouais, et je trouve que c'est parmi les moments les plus émouvants de toutes ces batailles où justement il y a des moments où je trouvais que ça manquait un peu de trépidation, quoi, où j'ai envie d'avoir peur pour les gens et de me dire je veux vraiment pas qu'ils meurent. Et je me suis fait la réflexion plusieurs fois en regardant ce film où je me disais honnêtement là n'importe qui pourrait mourir, je m'en fiche, y compris Faramir, tout ça. Alors que les moments où elle est avec Merry et notamment le moment où elle lui dit courage pour nos amis, c'est super beau. Surtout pour deux personnages qui sont plutôt des personnages secondaires, mais en fait ça incarne vraiment tout ce qu'on a besoin de voir incarné à ce moment-là. Et le fait de sentir la peur que ces deux personnages ont, ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que là, ça offre une belle rédemption à ce personnage qui avait été gâché par toutes ces scènes avec Aragorn où elle perdait beaucoup de son éclat. Et là, en fait, elle est vraiment hyper inspirante et très très cool. I'm not a man, I am a woman. C'est ça qu'elle va dire. Die now. I'm not a man, I am a hobbit. I am no man. Et bim! Tu l'as dit, c'est la mort de Théodade, Théoden, de son vrai nom. Mais avant sa mort, tu t'es souvenu d'où tu connaissais cet acteur. Et tu étais très enthousiaste. Ah, mais je sais! C'est le capitaine du Titanic! Ah! Tu m'as fait peur. C'est pour ça qu'il m'inspire autant de confiance et d'amour instinctivement. Voilà, c'est Je l'aime Bernard trop. Hill, Oui, de son vrai nom. oui, Bernard Colline. Exactement. Et à la fin de cette bataille, après tout ça, après l'arrivée des chevaliers du Rohan et tout ça, c'est Aragorn qui va venir sauver la mise grâce à son armée de morts-vivants, c'est des fantômes, tu l'as expliqué dans le résumé. Des fantômes pirates. Qui devaient allégeance à Isildur et qui l'avaient trahi. Et du coup, ils sont maudits et ils sont bloqués dans une situation entre la vie et la mort. Et pour faire lever cette malédiction, ils doivent se battre pour l'héritier d'Isildur. Et donc, quand... Rétablir leur honneur. Exactement. Et donc, quand Aragorn leur montre l'épée réparée et leur dit qu'il est l'héritier, ils le suivent pour enfin être libérés. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de ce film ? Bah, un peu comme les précédents, comme tout a été tourné en séquence, d'un seul coup. On retrouve quand même les caractéristiques visuelles de toute la saga et un style qui a toujours caractérisé le cinéma de Peter Jackson, notamment des très gros plans sur les visages des acteurs, la caméra qui se tient toujours très très près d'eux et beaucoup de mouvements. On est vraiment rarement avec des plans statiques et ça donne une sensation épique et on a l'impression d'être un peu à bout de souffle et je pense que c'est ce que j'avais ressenti aussi dans le 2, c'est que ça bouge tout le temps et donc sur 3 heures, voilà, ça peut être un peu éprouvant. Moi, l'impression qui m'est le plus restée, c'est le sentiment que les personnages étaient très souvent enfermés dans le cadre par des éléments de décor. Là, on sent que le
l'affrontement final se rapproche de plus en plus et on se sent un petit peu étouffé, et notamment Frodon et Sam, ils sont souvent encadrés en fait par des structures en plus très pointues, très géométriques, qui donnent vraiment l'impression qu'ils vont jamais s'en sortir. Et j'ai l'impression aussi que les personnages sont souvent cadrés très bas ou en légère contre-plongée, où justement on a l'impression que le plafond ou le ciel va leur tomber sur la tête. Ils ont vraiment pas beaucoup d'espace pour respirer, alors qu'on a quand même des grands espaces immenses dans le film. Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, mais je trouve aussi que c'est un film qui est assez discret sur sa réalisation, enfin qui cherche pas à marteler en fait un message avec une réalisation un peu trop appuyée. Donc je trouve ça plutôt chouette. Même sur la photo, je trouve que c'est un film un peu plus discret que le deuxième, où il partait un peu dans tous les sens notamment sur la couleur. Là, on sent que ce qui compte, c'est vraiment le côté épique et l'affrontement final, et le fait que c'est un film d'action. C'est surtout la dernière heure et demie. On n'a que des batailles, et c'est un tel accomplissement technique et visuel, juste de mettre en scène ces batailles avec un mélange d'effets pratiques et d'effets spéciaux, avec énormément de créatures qui n'existent pas, avec toujours les jeux sur les échelles avec les hobbits et les autres personnages qui sont beaucoup plus grands, que rien que ça, en fait, encore en 2003-2004, c'est spectaculaire. Et c'est fou parce que même en le revoyant aujourd'hui, on voit un peu genre la texture des éléphants, tout ça, ça fait un peu fake. Des olifants. Ou même Gollum, enfin il y a des moments où voilà, on sent qu'on est face à un effet spécial, mais en même temps, c'est un film que je trouve hyper tactile pour un film de cette échelle. Et ouais, ça me rend un peu nostalgique, c'est ce que je disais aussi avec le premier, parce qu'on sent que c'est vraiment ce film-là et cette saga-là qui ont entériné l'ère des CGI, mais qui, en même temps, eux, ils ont réussi à prouver qu'on pouvait utiliser les CGI sans perdre ce côté tactile des décors réels. Et par exemple, quand Sam et Frodon, ils sont en train de grimper la montagne et qu'ils sont dans les cendres, enfin, on sent que c'est réel, en fait. Et ça, je trouve que ça permet au film de rester beaucoup plus longtemps en mémoire. Et après, visuellement, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'ouverture, le plan d'ouverture avec Gollum qui est en train de tenir un petit ver de terre dans ses doigts, et ce qui est un rappel tout de suite à l'anneau qui ensuite va être tenu par son ami, puis par lui, et qui sera ensuite rappelé à la toute fin quand il tient l'anneau encore une fois dans ses doigts et qui est au-dessus de son visage, de tout de suite démarrer le film avec un plan qui nous parle de la fascination de ce personnage pour quelque chose qui tient entre ses doigts, et en plus c'est un ver de terre, donc quelque chose d'un petit peu sale, qui exerce malgré tout une fascination pour lui. Je trouve que c'est un très bon plan d'ouverture. Il y a une seconde bataille. Ouais. Et là, c'est le moment où tu dis, putain, il y a une seconde bataille. Genre, ça fait déjà 3 heures que ce film dure. Après, elle dure moins longtemps, mais c'est la grande bataille finale, dans le sens où ça devrait être la grande bataille finale, mais au final, c'est un peu plus une excuse. C'est un moment désespéré, en fait. C'est un peu un showdown, parce qu'en fait, ils se battent pas. Oui, et puis, en fait, c'est présenté comme un moment pour détourner l'attention de l'ennemi. C'est-à-dire que, à ce moment-là, Aragorn, Gandalf et tout le groupe, ils savent que si Frodon est encore en vie, et ils savent que Faramir l'a croisé quelques jours plus tôt, s'il est encore en vie, il faut qu'il puisse atteindre le Mont Destin pour jeter l'anneau dans la lave, dans les flammes. Et en fait, il peut pas le faire si Sauron a son œil sur lui, quoi. Donc c'est pour détourner le regard de l'ennemi et pour l'attirer. C'est vraiment un acte désespéré, parce qu'en plus ils savent très bien qu'ils sont beaucoup moins nombreux que l'ennemi. Mais c'est une feinte. Et c'est une feinte qui pourrait ne pas du tout fonctionner, parce qu'ils savent pas si Frodon est proche du but ou s'il est mort ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est coupée, mais qui est dans la version longue, où en fait, il y a un des serviteurs de Sauron qui sort. C'est la bouche du Mordor, ça a été surnommé. Il est dégueulasse, c'est vraiment, il a la bouche dégoûtante, qui interagit avec Aragorn et Gandalf, et qui leur dit que Frodon est mort. Il leur donne sa cotte de maille en mithril comme preuve qu'il a été tué, mais c'est parce qu'il a été kidnappé avant, enfin, il a été pris en otage par des orques. Il y a que Aragorn qui refuse d'y croire à ce moment-là et qui dit non, on va quand même se battre et tout ça. Et donc, il y a un moment qui est emblématique, c'est le pour Frodon, c'est resté pour les fans, for Frodo, c'est très connu. For Frodo. T'as pensé quoi, toi, de toute cette scène et de toute cette mise en scène un peu ? Pas ouf. J'étais impatiente, en fait. Je me disais, là, j'ai déjà vu trop de batailles. Ouais. Et je sais, en plus, que tout ça n'a pas de vrai enjeu, puisque l'enjeu est ailleurs.
Et donc, je m'impatientais. Après, visuellement, c'est très beau, la manière dont c'est mis en scène. De toute façon, tous les plans très larges qui sont dans ce film, ils sont magnifiques. Même toutes les vues de Minas Tirith sont incroyables. Mais ouais, à ce stade, j'ai envie que ça se termine, en fait. Je voulais parler d'une chose avant de parler de la fin. Laquelle ? Parce qu'il y a 5 fins dans ce film. Bah non, mais déjà, on va en parler après. Mais d'abord, avant de parler des séquences finales, disons, on a déjà parlé du fait que Frodon et Sam vont jeter l'anneau. Frodon ne veut plus jeter l'anneau et finalement, c'est Gollum qui va le jeter comme ça. Tout ça, voilà. Gollum meurt et c'est trop triste. Exactement. Mais avant de parler après des scènes finales, qui sont plus les scènes de couronnement et tout ça dont on va parler après, je voulais aborder la question de l'orientation politique de Tolkien. Parce que moi, je sais qu'en lisant les livres et même en voyant le film, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu marqué. Les héros sont des populations qui sont très clairement identifiées comme des populations occidentales, voire des populations même nordiques. Les elfes qui sont les êtres les plus admirables. Waouh. Les êtres les plus admirables sont très clairement inspirés de la mythologie nordique. Même les hommes du Gondor sont inspirés des peuples germaniques, c'est-à-dire que c'est des hommes grands qui peuvent être bruns mais qui ont toujours les yeux clairs ou des choses comme ça. Et en face, en fait, on a les orques qui sont décrits comme ayant la peau brune. On a aussi tous les peuples qui sont avec les olifants et tout ça. Dans le film, ils sont représentés avec des codes orientaux. Ils ont du henné, ils ressemblent à des représentations plus orientales. Donc, on a l'impression qu'en fait, c'est un combat entre l'Occident et l'Orient. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'avait heurté à la lecture et même au visionnage du film. Et ça soulève pas mal de questions, en général, sur l'orientation politique de Tolkien. Et il y a eu énormément de débats autour de ça et énormément de conversations. Et ce qui est assez fascinant avec Le Seigneur des Anneaux, c'est que ça a été récupéré par les deux bords les plus extrêmes de la politique. Tolkien lui-même était un fervent catholique qui était plutôt conservateur, puisqu'il était prof à Oxford, croyant, homme de famille. Donc il avait plutôt des valeurs qu'on identifierait comme conservatrices, mais en même temps, il s'identifiait pas nécessairement à un courant politique. Il avait dit qu'il était anarchiste, mais aussi monarchiste anticonstitutionnel. Il aimait pas en général les hommes de pouvoir parce qu'il leur faisait pas confiance et parce qu'il estimait que les gens qui cherchaient le pouvoir étaient souvent ceux qui le méritaient le moins. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand il y a eu la traduction du Hobbit en allemand, ces éditeurs allemands ont essayé de poser la question parce que Tolkien est un nom germanique. Il voulait avoir sa filiation pour voir s'il avait des origines juives ou pas. Il a refusé et il leur a fait une réponse assez virulente parce que il voulait pas du tout rentrer là-dedans. Il était anti-apartheid. Il était né en Afrique du Sud, même s'il a grandi après en Angleterre et qu'il était d'une famille anglaise, mais il était anti-apartheid. On peut pas non plus réduire sa pensée à quelque chose de très binaire en se disant qu'il était conservateur et que du coup il était d'extrême droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte du Seigneur des Anneaux a été récupéré, par exemple en Italie. La traduction du Seigneur des Anneaux, il y a un super article dans Télérama sur le sujet parce que Giorgia Meloni est une grande fan du Seigneur des Anneaux. Et la traduction du Seigneur des Anneaux en italien s'est faite dans les années 70 et elle a été faite par un éditeur conservateur. Et la préface était écrite par un auteur aussi, un penseur ultra-conservateur, qui donc mettait en exergue ce qu'il percevait comme une idéologie conservatrice dans l'œuvre de Tolkien et dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire le goût de la tradition, le fait qu'il était contre la modernité, qu'il critiquait l'industrialisation, les valeurs traditionnelles, le catholicisme de Tolkien, tout ça, ça a été très mis en avant. Et donc, à cause de ça, Tolkien a été récupéré par l'extrême droite italienne, qui a beaucoup utilisé les codes du Seigneur des Anneaux pour s'identifier. Mais, à l'opposé, par exemple aux États-Unis, l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, a été complètement récupérée par la contre-culture hippie des années 60-70, qui considérait l'œuvre comme une œuvre justement de contre-culture, avec le lien à la nature. L'anneau était perçu comme la force nucléaire, et donc dans les manifestations anti-nucléaires, il y avait des badges avec à l'effigie de Gandalf ou des choses comme ça. Je disais la dernière fois, il y a les Beatles qui avaient voulu aussi adapter Le Seigneur des Anneaux
en film avec eux dans les rôles principaux. Le fait que, par exemple, les hobbits adorent fumer la pipe, c'était identifié comme ils aiment fumer de l'herbe. Tout le monde a réussi à s'approprier les codes politiques du Seigneur des Anneaux. Même Sandrine Rousseau, récemment, a écrit, en réaction justement à Georgia Meloni, qui est fan du Seigneur des Anneaux, elle avait écrit une tribune dans le Nouvel Obs pour parler de en quoi elle voyait le Seigneur des Anneaux comme une œuvre progressiste et de gauche et écolo, sans le dire en ces termes, mais c'est ce qu'elle veut dire dans la tribune. En fait, ce que ça souligne, c'est au final que Tolkien, il n'était pas très politique et il avait pas mal de mépris pour la chose politique en général. Et son œuvre, elle se situe un peu au-delà de la politique aussi. C'est-à-dire que chacun peut y projeter ce qu'il a envie d'y projeter. Après, c'est sûr que c'était quelqu'un qui était, oui, défini par son amour de la nature, ça c'est sûr, et de la tradition. Et donc, tout le monde peut un peu projeter ce qu'il veut autour de ça, quoi. Parlons de la fin. La longue fin. C'est ça, moi j'adore la fin. Il est dans le titre du film. Pour moi, c'est le meilleur moment, c'est cette fin. Enfin, c'est toutes ces séquences finales, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, parce que tu pleures, donc. Voilà, vous allez voir. C'est comme moi avec Titanic. Il est dans le titre du film, donc comme on pourrait s'y attendre, Aragorn est couronné roi et est enfin réuni avec Arwen. Bon allez, quand est-ce qu'il devient roi? Et après, quand est-ce qu'il fait son retour? Ça part en karaoké, là. Allez, roule-lui une grosse paloche, là. Et voilà. Putain, je suis vraiment un gros bof, quoi. Oui. Tu voulais vraiment qu'ils s'embrassent, hein. Tu voulais qu'ils la chopent. Bah, je m'ennuyais un peu, je crois. Il y a un autre couple qui s'est formé. Tout à fait. Ewen et Farmer. Éowyn et Faramir. Ouais, Ewen Farmer. Oh putain, j'en peux plus. Tu me fatigues. Moi aussi. Tu penses quoi de ce couple? Bah, j'ai rien à en penser, on les voit une seconde et ils s'embrassent même pas. Ouais, parce que c'est dans les scènes coupées, mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'aurais été plus motivée pour les voir eux que pour voir Aragorn et Arwen. Arwen. Ouais. Éowyn, Arwen. Ouais, ça n'a rien de simple. Mais non, en fait, ils se lient d'amour quand ils sont à l'hôpital, tous les deux, parce qu'ils sont tous les deux blessés. Et donc, lui, on voit qu'il l'admire de loin, et alors qu'elle est encore éprise d'Aragorn, soi-disant. Girl, move on. Au final, elle move on et elle finit avec Faramir, et c'est un bon... Ouais, c'est cool. Une bonne alternative. Tu ne t'y attendais pas, je pense. En tout cas, regard de ce film, non. Non. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit quand c'est arrivé. Mais dans les dernières scènes du film, je pleure toujours énormément. C'était terrifiant. C'était... D'accord, ok. Ça commence avec le fameux You bow to no one. Tu veux décrire ce qui se passe dans cette scène? Ouais, bah, en gros, il y a les 4 hobbits qui sont là et Aragorn, il vient de se faire couronner. Et du coup, les 4 hobbits le saluent, enfin, comment on dit, s'agenouillent. Ils font la révérence. Voilà, ils font la révérence parce que c'est le roi. Et là, il dit non. My friends. You bow to no one. Vous agenouillez pas, c'est moi qui m'agenouille. Et après, tout le peuple s'agenouille devant eux, qui sont des petits hommes. Et en fait, là, tout le monde est en dessous d'eux et leur témoigne leur gratitude absolue par rapport au fait que c'est des héros. Et c'est mignon. C'est pas juste mignon, c'est beau. Et puis Marie c'est pas était déchirée, quoi. Non, mais c'est pas juste dévastée. C'est pas juste c'est moi qui m'agenouille, c'est vous ne vous agenouillez Ébranlée. devant personne. Oui. Ils soulignent que c'est eux les vrais héros de cette histoire, quoi. C'est beau. Ouais. Oh là là. Ça me fait pleurer à chaque fois. Mais non, c'est trop beau. Bah si, c'est hyper émouvant. Oui, c'est bien, mais bon, pas de la pleurer, quoi. Bah si, c'est trop beau. Tu m'énerves. Attends, tu veux que je te lise tous les trucs délirants pour lesquels t'as pleuré devant le Titanic? Excuse-moi, le Titanic, les gens sont morts, hein. Oui, mais... Ils sont vivants, tout va bien. Ah d'accord, si c'est ça ton critère... Non, mais c'est joli, mais... Mais non, c'est trop beau, ils se sont sacrifiés, tout ça, et c'est... Mais ils se sont pas vraiment sacrifiés. Si, ils ont traversé l'enfer. Ils vont être sacrifiés. Ben, c'est comme si tu disais que les soldats qui sont revenus du Vietnam et qui ont été traumatisés pendant 40 ans, ils s'étaient pas vraiment sacrifiés. Oui, certes. Bah voilà. Bon, là, on le voit pas. Toi, tu pleures parce que tu le sais, mais moi, je non, le vois c'est pas juste ça. Ils ont traversé des horreurs, quand même. Et ils ont été hyper courageux et non, tout mais ça. je suis d'accord. Je veux pas dire, t'es un peu basique sur les trucs sur lesquels tu pleures. Il faut qu'on meure, quoi.
Bah, je t'emmerde. Non, j'ai pleuré pour plein de choses dans Titanic où les gens, ils étaient pas en train de mourir. Hein. Ils étaient sur le point de mourir, en général. Tu t'es moqué de moi parce que j'ai pleuré parce qu'elle revient dans le bateau mais parce qu'elle choisit, elle préfère mourir aux côtés de l'homme qu'elle aime plutôt que de s'éloigner de lui, ne serait-ce que pour 1 heure. Et moi, je trouve ça beau. Ça s'enchaîne ensuite avec les adieux de Frodon à la comté, ainsi qu'à Merry et Pipin. Et alors là, bon, on me perd. Hein. Lui aussi, le Gandalf, il part. Tu pleures? Toi aussi, émotion. Ah, il y va aussi. Ah, je savais. We set out to save the Shires. And it has been saved. Non, mais c'est trop triste. Mais oh, pourquoi c'est triste? C'est hyper émouvant. Oui. Mais il va être immortel, c'est trop bien. Toi, t'as un sens des priorités vraiment bizarre, quoi. Bah, quoi? C'est un sens de priorité bizarre que de vouloir être immortel. Bah, il laisse toute sa vie derrière, tous ses amis et tout, et il dit adieu à tout parce qu'il peut plus vivre dans cette vie-là parce qu'il est complètement marqué à jamais par ce qui lui est arrivé et tout, et toi, tu t'en vas super. Oui, mais ça, enfin, moi je le vois pas en fait. Bah, si, on le voit. On voit qu'il vient de le dire, il écrit dans son livre juste avant et tout ça en disant c'est quoi ces choses qu'on peut jamais dépasser et tout ça. Et on voit qu'il est triste, mais qu'en même temps, il se dit que il a plus sa place ici. Bon, et le pire de tout, c'est les adieux entre Sam et Frodon. Alors là, vraiment, je suis plus là, en fait. Oh là là. Non, mais eux deux qui se disent au revoir, ça me fait trop de peine. Mon Dieu. Toi, tu trouves pas la fin tragique? Je trouve que les adieux entre Sam et Frodon sont émouvants. Enfin, les 2 acteurs sont très bons, mais Sean Astin est vraiment bon dans cette scène. En fait, je dirais pas qu'elle est tragique. Tu la trouves pas mélancolique, cette fin? Pas trop. Enfin, en fait, moi, ce que je trouve vraiment tragique, c'est le sort de Gollum. On a déjà compris. C'est un truc qui m'a pas mal touchée. Après, si, je pense que la fin est tragique, mais... C'est pour ça que je me posais la question de est-ce que Frodon choisit de partir pour les laisser, eux, être heureux et ne pas être écrasés par le poids de tout ce qu'ils ont vécu, puisque lui, on sent qu'il le porte d'une manière beaucoup plus profonde qu'eux, et que du coup, peut-être qu'en s'éloignant, il leur permet de retourner un peu plus de légèreté. Et je trouve ça très beau et hyper triste et déprimant. En fait, je pense juste que je vois pas pourquoi c'est une métaphore sur la dépression. C'est une métaphore sur le retour de la guerre des soldats après la Première Guerre mondiale. Donc, Tolkien l'avait vécu, et sur le fait de pas pouvoir dépasser ce qui t'est arrivé. Ouais. C'est-à-dire d'avoir laissé une part de toi dans l'horreur de ce que t'as traversé, quoi. Oui, ça, je trouve que c'est très très beau. Je pense que mais du coup, c'est cette dépression-là, c'est la dépression post-traumatique. Oui. Et du coup, c'est ça qu'il a montré à travers le personnage de Frodon dans ces moments-là. C'est-à-dire que Frodon n'arrive jamais à dépasser ce qui lui est arrivé. Oui, non, ça, je suis totalement. Mais c'est plus le fait qu'il parte vers cet autre monde qui a l'air relativement cool. Mais en même temps qu'il laisse tous ses amis derrière lui, ça me chagrine un peu d'imaginer que c'est ça le... Mais c'est pas ça la solution à la dépression. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Voilà. En fait, c'est surtout que la dépression, ça se soigne. Alors là, c'est plutôt accepter le fait que comme il va pas bien et qu'il arrive pas à s'en remettre, il faut qu'il s'en aille. Tu vois. Et c'est un peu le chien qui s'éloigne pour mourir. Bon, d'accord. Tolkien n'est jamais si littéral dans ses... Oui. C'est juste que ce que traverse Frodon a été analysé, très clairement comme inspiré de ce qu'ont traversé les soldats en rentrant de la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça, j'adhère totalement. Mais c'est plus son départ sur le bateau, tu vois. Où là, je trouve que cette métaphore justement fonctionne plus parce que ça veut dire soit c'est quelque chose de très beau parce que il s'en va pour un monde meilleur, soit soit c'est quelque chose d'horrible parce que c'est un suicide du coup. C'est pas un suicide, c'est la fin d'un livre qui peut être continué après par Sam, mais c'est la fin d'une aventure. Oui. C'est-à-dire que pour lui, en fait, le chapitre de la Terre du Milieu et sa place dans cette terre-là, il est clos. C'est ça qui est hyper triste. C'est-à-dire que il trouve plus sa place dans ce monde-là. Il a l'impression de plus pouvoir exister dans ce monde-là et d'être un étranger parmi ces chers hobbits, quoi. Et c'est ça qui est hyper déchirant. Il a toujours été un petit peu en décalage avec les hobbits autour de lui parce qu'il était beaucoup plus raffiné ou des choses comme ça. Mais là, ce qu'il a vécu l'empêche d'appartenir au monde qui l'entoure.
Après, bon, on peut le voir comme un suicide parce que c'est comme la traversée du Styx. Enfin, tu vois, c'est la traversée de cette mer vers un monde un peu inconnu, quoi, et mystifié. Donc, on peut le percevoir comme ça. Après, c'est pas comme ça que c'est présenté exactement, mais c'est juste que oui, il ne se sent plus appartenir à ce monde-là, donc il décide d'aller vers un autre. Ouais. C'est un honneur aussi d'avoir l'opportunité de partir vers ce monde. Et puis c'est aussi une nouvelle aventure pour lui. C'est-à-dire que cette aventure-là, elle s'éclot et c'est très mélancolique et triste, mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour lui. C'est marrant. Enfin, je rejoins tout ce que tu dis. Je pense que effectivement, je suis trop littérale avec ça. Du coup, j'ai trop de questions sur où il va. S'il est très malheureux, est-ce que la meilleure solution, c'est de devenir immortel et d'être très malheureux forever? Oui, non, enfin, encore une fois. Mais je sais pas pourquoi j'ai une espèce de... Je suis très bêta avec ça, tu vois, mais ça m'a pas tant ému que ça. Enfin, vraiment, ce qui m'a ému, c'est vraiment ses adieux à Sam, parce que c'est le poids émotionnel de toute la saga qu'ils ont porté ensemble, et c'est très triste de les voir se séparer. Mais le fait qu'il parte sur le bateau... Mais il est censé rejoindre un monde apaisé, en fait, aussi, tu vois. Et là, il est dans un monde qui, pour beaucoup de ceux avec qui il vit, est apaisé. Mais lui, il peut plus le percevoir comme ça. Mais du coup, là-bas, il sera heureux. Donc, en fait, c'est des antidépresseurs, le bateau. Tu me fatigues. On sait pas si là-bas, il sera heureux. Ouais. Mais il décide de partir là-bas. Mais je veux savoir... Non, mais on sait pas. Non, mais c'est ça qui est beau. Je suis en contradiction avec moi-même. Enfin, je trouve ça bien plus beau. Enfin, tout ce que tu décris et le fait qu'on sache pas et tout. Mais je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de cet univers auquel je reste totalement hermétique sans trop pouvoir expliquer pourquoi. Parce que je reconnais techniquement et pragmatiquement que c'est un superbe accomplissement, qu'il y a plein de séquences très émouvantes, très belles, tout ça. Mais il y a quelque chose qui me laisse en dehors. Et cette fin-là, c'est un peu le cas aussi. Mais je sais pas pourquoi ces boutons-là marchent pas aussi bien que Titanic, tu vois. Les scènes coupées, je les ai mentionnées la plupart. Il y a la mort de Saruman, il y a la bouche de Sauron. À un moment, il y a Éowyn qui fait un rêve aussi. Et elle est réconfortée par Aragorn après, c'est relou. Oh my god. Déjà, toutes les scènes au ralenti avec Arwen qui a des prophéties ou des visions, c'est bon. Ça t'a saoulé. Ouais. Il y a une scène qui est très émouvante où Éomer, donc le frère d'Éowyn, pense qu'elle est morte. Et c'est Aragorn qui va la soigner et qui va un peu la sauver, quoi. Lui, il est cool. Il y a un moment où Gimli et Legolas jouent à un jeu à boire. Super. Et c'est Legolas qui gagne parce que c'est un elfe. Non, par contre, c'est une très bonne scène quand ils se disent j'aurais jamais imaginé me battre aux côtés d'un elfe, et il lui dit et aux côtés d'un ami, ou je sais pas quoi. Ouais. Ça, c'est très mignon. C'est beau. Ouais. Petit bilan ? Allez, petit bilan. En rapid fire. Oui. C'est quoi le film que t'as préféré ? Le premier. Ton préféré, c'est lequel ? J'arrive pas à savoir, honnêtement. Je peux pas. C'est trop dur. Je pense que le premier, c'est celui que j'ai revu le plus souvent. Et j'ai beaucoup d'affection pour le premier. Et il est plein d'entrain et d'espoir. Mais j'aime beaucoup la mélancolie de la fin du troisième. Moi, je pense vraiment que le premier est objectivement le meilleur. D'accord. Voilà. Ton personnage préféré ? Gollum. Ok. Ton personnage préféré qui n'est pas Gollum ? Sam ou Pipin, je pense. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a le plus marqué ? J'aime bien la scène avec Arwen et les chevaux. D'accord. En fait, je trouve que toutes les scènes avec des chevaux sont super. Trop bien. Est-ce que tu as une scène que tu as le moins aimée ? Tout le reste. Non, je rigole. Là, vraiment, dans le 3, il y en a beaucoup qui m'ont saoulé. Le truc avec la grosse boule où il y a l'autre qui... Tout ce qu'il fait, c'est lui dire « Pipin, Pipin, Pipin ». À un moment, t'as envie de lui dire « Tu te lèves et tu l'attrapes par le corps et tu l'aides au lieu de... » Mary, tu veux dire qui... Oui, ou Mary, voilà. Mais enfin, juste, il se... Non, Mary qui essaie d'empêcher Pipin de regarder dans la grosse boule. Oui. Voilà. C'est ça, c'était très clair. Oui. Non, en vrai, c'est toutes les scènes avec le Rohan. Et en fait, tous les trucs médiévaux... moi j'adore les scènes avec le Rohan. En fait, je préfère quand on est dans de la fantaisie vraiment pure et dure. Et quand c'est trop... Ça ressemble trop à Braveheart, je me dis, Braveheart, c'était mieux. Oh là là. Attention, il est temps que cet épisode se conclue. Ouais. Et que J'adore troller. Est-ce que cette expérience a changé ta vision de la saga ou pas du tout ? Non. Après, je pense que je suis contente d'avoir prêté un peu plus attention à la réalisation parce que c'est pas des films que j'avais revus depuis mes 20 ans, je pense. Et donc là, c'était chouette de scruter un petit peu plus les choix de mise en scène de Peter Jackson. Est-ce que tu comptes revoir la saga ? Non. Attends, j'ai écrit un petit... Oh J'ai écrit un petit poème. Ah, c'est vrai ? Ouais. Sur Gollum ? Évidemment. Ô Gollum, mon vicieux. Ô Gollum, mon précieux. Petit être fétide au regard malicieux. Quand je te vois danser, dans mon cœur c'est la boum. J'aimerais te croquer comme un très gros loukoum.
C'est dégueulasse. Je n'ai rien trouvé d'autre qui rime avec Gollum. C'est ça, d'accord, ok. Oh Gollum, la vie ne t'a pas fait de cadeau, mais sache que je t'aime aussi fort que toi, ton anneau. Ah, c'est très beau. T'es vraiment douée, hein. T'es trop forte. Bravo. N'exagérons pas. Si, vraiment. Et ben voilà, sur ce, que dire de plus? C'était Ami, spécial Seigneur des Anneaux. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure, la plus belle qui soit. Je suis très triste que ça se finisse. J'aurais aimé qu'il y ait 6 films du Seigneur des Anneaux. Oh, quel enfer. On vous retrouve très vite pour une nouvelle saison d'Amis. On s'arrête jamais. Et plein de nouvelles surprises. On vous en dira plus très très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. C'est vraiment une histoire de déplacement. Bien, on sent l'origine gore de... Ouais, c'est trop bien. On dirait The Descent. Putain, ça commence bien, hein. On n'est même pas à une demi-heure là. Je m'embête. Ah non, ça c'est la musique de Koh-Lanta. C'est fou à quel point Legolas est anecdotique de ouf dans ce film. Pipin, c'est Mariah Carey en fait. De ouf. Il a vraiment surfé sur l'éléphant. Tu smigoles ou quoi? Ça veut dire quoi? Bah, tu rigoles ou quoi? Oh là là. Tu avais aussi... C'est bon, t'as fini de toucher tous tes papiers? Mais ça va, toi, tu touches tout le temps tes papiers. Hein. Ben oui, mais là... Et là, elle boit. Mais c'est bon, ça fait pas de bruit.